Question Santé s'interroge aujourd'hui sur la dépendance. Dépendance à l'alcool, au tabac, au cannabis, à l'héroïne, mais aussi aux jeux vidéo, aux jeux d'argent. Alors, qu'est-ce qui fait que l'on ne peut plus contrôler son comportement et que l'on consomme alors qu'on en connaît pertinemment les méfaits et les risques? Existe-t-il des mécanismes identifiés au niveau du cerveau qui sont les mêmes, quel que soit en fin de compte ce trouble de comportement? Comment fonctionne le sevrage et puis ensuite la guérison? Et dans ce domaine, qu'apporte l'utilisation récente des traitements de substitution? Des questions pour votre invité, le professeur Marc Oriacombe. Vous êtes psychiatre, vous êtes un spécialiste en addictologie, comme l'on dit maintenant, et vous professez au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Alors, première question, je viens de prononcer ce terme d'addictologie, d'addiction, une définition, parce qu'on ne connaît pas bien ces choses-là. Alors, ce qu'on appelle l'addictologie aujourd'hui, ou l'addictologie clinique, est finalement une nouvelle discipline, mais qui s'appuie sur une pratique médicale ancienne, et elle concerne l'ensemble des problèmes de santé liés à l'usage d'une catégorie de substances particulières, qui sont alcool, tabac et drogue, et qui ont la caractéristique, quand on en fait usage, de pouvoir induire un état de dépendance. Et l'addictologie s'étend aussi à des comportements de dépendance sans que ces substances soient impliquées. Donc là, vous voulez dire que cette spécialité regroupe en quelque sorte ce qui était avant la tabacologie, l'alcoolologie? Absolument. Donc on essaye d'avoir un fil rouge en quelque sorte entre ces comportements. D'une certaine façon, tabacologie, alcoolologie, toxicomanie n'existent plus et sont remplacés par l'addictologie qui en plus alors d'une certaine façon c'est frustrant pour les gens qui étaient très focalisés sur ces disciplines, mais d'un autre côté, l'addictologie a un statut de spécialité explicite que n'avaient pas ces entités auparavant. Alors, on a parlé donc là en fait de dépendance. On sait qu'en fait il y a l'usage classique et puis on passe après à l'abus, on passe à la dépendance. Une petite définition aujourd'hui de la dépendance. C'est quoi la dépendance? Alors, ça c'est très important et c'est souvent mal compris, y compris par les professionnels de santé. En fait, il faut partir, pour avoir une vue dynamique, il faut partir de ce que je vous propose, c'est de partir du normal vers l'anormal. La majorité des individus ont la possibilité de faire un usage non problématique de ces substances. Alors, c'est évident pour la plupart d'entre nous pour l'alcool. C'est moins évident pour le tabac. Et pour la plupart des individus, ça paraît pas possible pour les autres substances. Mais en fait, ceci est vrai pour l'ensemble des substances. Il est possible d'en faire un usage non problématique. Et cet usage non problématique, il est caractérisé par le fait que l'usage est dépendant du contexte et des expériences personnelles. C'est-à-dire, on module, on tient compte des conséquences de ce que l'on fait pour faire usage. Dans la dépendance, la situation est tout autre. La personne dépendante, elle se trouve dans une situation où elle est dans une situation où c'est comme si elle était obligée de consommer malgré elle. Elle est contrainte de consommer, quelles que soient les conséquences. Et donc, c'est des gens qui, vu de l'extérieur, quand on voit un usager dépendant, il paraît évident qu'il faut qu'il s'arrête. Or, c'est la conséquence de cette anomalie qu'est la dépendance qui fait que l'individu a perdu la possibilité d'agir sur sa consommation de substances ou un comportement sans substance. Et alors, est-ce qu'il y a un mécanisme qu'on a pu identifier? Est-ce qu'au niveau cérébral, est-ce qu'il y a des éléments, des pistes qui permettent de dire, eh bien, tous ces éléments de dépendance, et on a vu qu'en fin de compte, il y avait en effet, si j'ai bien compris, des substances, mais il y avait aussi des comportements, addiction sexuelle, jeux vidéo, jeux d'argent, etc. Est-ce qu'il y a un mécanisme commun à l'ensemble de ces dépendances? Mais actuellement, ce qui justifie le regroupement, en fait, c'est d'abord que la clinique est commune, paradoxalement, par certains côtés. C'est-à-dire que ce qui fait l'expression de la dépendance, elle-même, elle est transversale à ces différentes substances et on la retrouve dans les comportements dits sans substance. Les mécanismes neurobiologiques aussi. Les mécanismes neurobiologiques, ils sont liés aux mécanismes de la gratification. C'est-à-dire que si on formalise, ce qui peut donner lieu à dépendance, c'est tout ce qui donne du plaisir, c'est-à-dire tout ce qui fait émerger chez un individu la motivation à répéter ce qu'il vient de faire. Et ça, on sait,
on sait actuellement qu'il y a un neuromédiateur dans le cerveau qui est très impliqué, qui est la dopamine, et qu'il y a une région du cerveau très particulière, le nucleus accumbens, qui est impliquée. Et que chez les personnes dépendantes, il y a une dysrégulation, une anomalie de la régulation interne de cette région et des interactions avec l'environnement au sein du cerveau et l'environnement extérieur de l'individu. C'est la cause ou c'est la conséquence? C'est la cause ou c'est la conséquence? Pour le moment, c'est difficile à dire. Mais c'est les corrélats du comportement. Donc, il y a une notion de gratification. Est-ce que, quand on est face à ce type de patient, c'est lui-même, j'allais dire, qui est conscient de la chose et qui a en effet cette obligation de recommencer? Est-ce que c'est l'environnement qui alerte? Comment ça se passe sur le plan de la prise de conscience de la dépendance? Alors ça, quels sont les critères? Voilà, ça c'est une question difficile et parfois débattue et discutée entre professionnels ou avec le public. En fait, actuellement, quand on synthétise l'ensemble des connaissances, on estime que chez les personnes dépendantes, le premier mouvement est d'abord un mouvement pour essayer de maîtriser, contrôler, arrêter la consommation de la substance. Ce mouvement, il n'est pas toujours explicitement conscient de la part de l'individu. Et surtout, avec le temps, l'individu va s'adapter. Et comme il ne peut pas contrôler le comportement la substance dont il est dépendant, eh bien, il va utiliser d'autres mécanismes qu'on utilise de façon tous quand on est dans des situations de contrainte, qui sont le déni et la projection, de dire faire comme la politique de l'autruche, j'ai pas de problème, tout va bien, ou se dire c'est vrai il y a des problèmes, mais c'est la faute aux autres. Alors là, ça va être une difficulté pour la prise en charge parce qu'il va falloir pour le clinicien pouvoir contourner ces éléments pour pouvoir repérer que le sujet cherche à maîtriser les choses et lui permettre d'en avoir une conscience plus explicite, ce qui va lui permettre de faire la démarche de soins. Alors on le disait tout à l'heure, à côté en fait des substances, on comprend bien la dépendance. On parle aujourd'hui en effet de dépendance au jeu, aux dépendances à l'internet, à l'informatique. Je vous propose de faire le point sur cette nouvelle forme d'addictologie avec un reportage de Marie-Laure Bonnemain. Cette salle de jeu sur réseau, la plus grande à Paris, est ouverte 24 heures sur 24. Dans une pièce à part, on accueille les VIP, ceux qui prennent des forfaits de 40 à 100 heures de connexion par semaine. Parmi ces accros, cet homme d'une trentaine d'années qui joue en moyenne 10 heures par jour et qui nous avoue hors caméra qu'il devrait être en ce moment même à son travail. Dépendant des jeux vidéo, il n'en a aucunement l'impression. Je parlerai de drogue en ce qui concerne du shit ou de la canne, mais ça non quoi. On y prend un plaisir certain, on en retire quelque chose, c'est sûr. Mais de là à dire que c'est une drogue, non. Parce qu'on arrive très bien à s'en passer, je m'en passe personnellement. Mais vous jouez quand même 10 heures par jour. Parce que c'est un plaisir. Parmi la clientèle, bien sûr, beaucoup de jeunes, comme cet adolescent de 14 ans qui a passé un contrat moral avec ses parents, un bon carnet scolaire contre du temps pour jouer. Résultat, en moyenne 15 heures par semaine sur une console, mais déjà beaucoup de lucidité. Quand c'est l'école, on se calme quoi, parce que ça nous sépare un peu, puis ça nous fait réfléchir. Sinon, c'est clair qu'on n'arriverait sûrement pas. Déjà en vacances, j'ai du mal à arrêter. À l'hôpital Marmottan, établissement reconnu pour sa prise en charge des toxicomanes, on voit apparaître depuis plus d'un an des consommateurs de jeux vidéo repliés sur eux-mêmes, coupés du monde réel, incapables de vivre en dehors de leur monde virtuel. C'est d'abord l'entourage qui s'en préoccupe, qui dit mais on n'arrive plus, on se voit plus au repas, on n'a plus de week-end ensemble. C'est une personne qui s'isole complètement, qui passe ses nuits devant l'écran. Et au bout d'un moment, les personnes elles-mêmes pensent que c'est un problème, veulent arrêter, mais n'arrivent pas à arrêter. Dans cet hôpital aujourd'hui, seuls quelques patients sont traités au cours de séances régulières de psychothérapie où on leur réapprend à communiquer avec leur entourage. Et même s'il n'est en aucun cas question de diaboliser ce divertissement, il est de fait important de prévenir en limitant ces jeux, surtout auprès des plus jeunes. Alors Marc Recombe, est-ce qu'en fin de compte, toutes ces différentes substances, on a bien vu alcool, tabac, héroïne, etc., et puis ces comportements, est-ce que tous ces primo movens ont le même risque de dépendance, le même potentiel de dépendance? Alors, non. Toutes peuvent donner lieu à dépendance, parce que tout ce qui donne du plaisir, tout ce qui donne de la gratification peut donner lieu à dépendance. Ceci dit, ce qui fait que le risque est plus ou moins important, et ce qui fait que, par exemple, il faut absolument garder à l'esprit que c'est l'usage des substances addictives
c'est pour l'usage des substances addictives qu'on a le plus grand risque de devenir dépendant que pour les autres comportements. En fait, c'est une question, je dirais, presque de reproductibilité, de qualité de l'effet, et notamment d'indépendance par rapport au contexte. Et tout le monde a l'expérience d'aimer l'opéra, ou d'aimer aller au théâtre, ou d'aimer aller à un concert, et on n'y prend pas toujours plaisir. C'est pas garanti. Voilà, c'est pas garanti. Alors que parce les substances, que, elles, vous donnent toujours voilà, le même parce plaisir. qu'il y a un truc de l'environnement, ça n'a pas marché, ou même d'autres comportements comme le sexe. Ça marche pas à tous les coups. Alors que, quel que soit l'environnement dans lequel on est, quand on prend un verre d'alcool, quand on prend une cigarette, quand on prend de l'héroïne ou de la cocaïne, même entouré de gens que l'on n'apprécie pas, eh bien, on est sûr de l'effet. Et donc cette fiabilité de l'effet est liée au fait que ces substances agissent directement au niveau de la modulation de la dopamine, au niveau du noyau accumbens, et que c'est pour ces substances que le risque d'addiction est le plus important. Pour les autres comportements dont on parle beaucoup, en fait le risque il est beaucoup plus faible. Mais comme le disait le jeune homme dans le reportage, lui il décrivait bien la situation d'un usager non dépendant. Il dit c'est très intéressant, mais je peux faire d'autres choses, je peux m'arrêter. Quand j'en fais trop, je m'arrête. Celui qui serait dépendant, c'est celui qui était décrit par les médecins de Marmottan, et bien ceux qu'on voit qui arrivent dans nos consultations, souvent apportés par l'entourage, comme pour les autres substances, mais parfois d'eux-mêmes, qui le font aux dépens du reste. Alors sur le plan justement de la prise en charge et du traitement, on parle du sevrage, donc ça on comprend à peu près, mais vous allez quand même le redéfinir, et on parle de substitution. Alors définissez-nous un peu ces choses-là. Alors, là, il y a beaucoup de confusion autour de ces mots. Il y a beaucoup de confusion autour de ces mots. En fait, il faut comprendre le mot sevrage comme, en addictologie, un terme générique qui veut dire traitement et prise en charge. Après, il y a une histoire des mots, etc., qu'il faut laisser aux historiens, aux gens qui s'intéressent au langage. Mais je crois que, voilà, globalement, le sevrage, c'est la prise en charge des addictions, dont l'objectif premier est, évidemment, de soustraire les gens à cette situation de consommation contrainte, c'est-à-dire de leur permettre d'être abstinents. Alors, parmi les thérapeutiques, et donc effectivement, il y a les techniques relationnelles, des techniques sociales, et donc d'action sur l'environnement, et des techniques médicamenteuses. Alors, parmi les médicaments qu'on peut utiliser en addictologie, les médicaments intéressants, c'est des médicaments qui réduisent l'envie, qui réduisent cette envie aberrante qu'ont les gens dépendants et qui consomment malgré eux. Et dans les traitements, c'est ça qui est intéressant dans les traitements de substitution. Alors, il y a un malentendu parce que beaucoup de personnes, le public, parfois les professionnels de santé, pensent que du fait du mot substitution, le traitement de substitution va venir faire comme la drogue d'origine. Et ce qu'elle fait en partie, mais ce n'est pas là son intérêt. Son intérêt, c'est de supprimer l'envie. Et ça, c'est très très important à expliquer aux patients, parce que si on ne l'explique pas aux patients, il a la notion qu'en fait, il n'a fait que la moitié de la route, et que l'objectif, c'est bien d'arrêter son traitement. Alors que si la notion, si on lui explique que son traitement, en fait, lui réduit l'envie, il va s'en apercevoir, parce que ça prend du temps, et on ne peut le constater qu'a posteriori, et là, il va accepter de garder le traitement le temps nécessaire pour qu'il soit pleinement efficace. Marc Auriacombe, merci pour toutes ces précisions. 2 sites, si vous voulez bien évidemment approfondir un petit peu ces choses-là, ou du moins un premier site, www.drogue.gov, comme gouvernement, pardon, voilà. .gouv.fr. Donc là, vous aurez absolument tous les sites, toutes les connexions possibles. Et puis un numéro de téléphone gratuit, le 113, drogue, alcool, tabac, info, service. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine, et d'ici là, portez-vous bien.